Nous sommes dans un quartier déshérité de Beyrouth, au Liban, dans un secteur où vivent un grand nombre de réfugiés syriens. Pour plus de discrétion, cet homme nous a donné rendez-vous à la tombée de la nuit. Il se présente sous le nom d'Abou Azer. Il a 29 ans. Il est syrien, il se cache car les Libanais veulent l'expulser. C'est un militant de Daesh. Il a combattu pour l'organisation terroriste pendant de longs mois. Mais son arme n'était pas une Kalachnikov ou un mortier, c'était une caméra. De Daesh, Abou Azer a tout vu, tout filmé. Les combats, les exécutions, les camps d'entraînement, les tortures. Ce djihadiste a fait 18 mois de prison pour son rôle au sein des services de propagande de l'organisation terroriste. Il a vu mourir beaucoup d'hommes et a sans doute lui aussi tué, mais n'a aucun remords. Je n'ai rien fait de mal. Je ne faisais que mon métier. Tu es journaliste, et si on te dit d'aller filmer là-bas, c'est ton boulot. Tu fais ce qu'on te dit. Tu ne tues pas, tu ne fais de mal à personne. Tu filmes, un point c'est tout. Nous sommes allés à la recherche de ces hommes qui se retrouvent dans les tranchées aux côtés des combattants de Daesh, caméra à l'épaule. Équipés, financés et choyés par l'État islamique, ils ont dans leur viseur tous les secrets du puissant service de propagande. Par leurs vidéos, ils magnifient l'organisation et lui donnent une légitimité. Qui sont ces mercenaires de l'image? Que filment-ils? Comment sont-ils organisés? Certains caméramans aujourd'hui ont déserté et se cachent à l'étranger. La plupart se fondent parmi les réfugiés qui se trouvent dans les pays frontaliers de la Syrie, comme la Turquie. Ce pays accueille plus de 2,5 millions de réfugiés syriens. La plupart se trouvent dans la région de Gaziantep, une ville en bordure de la Syrie. Gaziantep est le lieu de tous les trafics. La frontière est désormais close, mais les passeurs y sont encore très actifs. Nous sommes rentrés en contact avec des groupes de réfugiés qui proviennent des villes tenues par le groupe État islamique. À la tombée de la nuit, ils nous orientent vers cet homme, que nous appellerons Abou Ahmed. Avec beaucoup de difficultés, nous avons réussi à le convaincre de témoigner. Abou Ahmed a 33 ans, c'est un ancien journaliste syrien. Il est terrorisé, car Daesh veut l'éliminer pour désertion, et il craint pour sa famille, restée en Syrie. Il ne voulait pas travailler pour l'État islamique, dit-il, mais voici comment il a été recruté. Lorsque l'État islamique est arrivé sur place, ils nous ont contactés et nous ont dit qu'ils nous donneraient une rémunération. Ils expliquaient qu'on allait travailler sur les territoires qu'ils contrôlaient, mais à leurs conditions. Ils nous disaient « on va vous protéger et on fera une réunion où on vous dira quelles sont nos conditions. Ceux qui veulent travailler avec nous continueront, mais ceux qui ne sont pas d'accord, il faudra qu'ils nous donnent tout leur matériel. » La plupart d'entre nous étaient contre l'idéologie de Daesh, mais une majorité des jeunes a accepté de travailler avec eux, tandis que les autres prenaient la fuite. En 2013, Abou Ahmed a été témoin des premières offensives de l'État islamique. Rapidement, l'organisation terroriste verrouille sa communication pour en faire une arme de guerre. Daesh arrive avec ses propres caméramans, mais ils ne sont pas assez nombreux. Alors, dans les villes envahies, les journalistes locaux doivent choisir entre la soumission ou la mort. Une vingtaine d'entre eux sera d'ailleurs exécutée après la prise de Mossoul en Irak. Les autres deviendront des pigistes de l'État islamique. Abou Ahmed en fait partie. Les personnes qui savaient tenir une caméra, et d'ailleurs tous les journalistes, avaient une très grande valeur pour l'État islamique. Ils n'en ont pas suffisamment. Alors ils ont insisté plusieurs fois afin de nous recruter. Ils voulaient qu'on arrête de travailler pour eux en tant qu'indépendants et qu'on fasse partie de leurs troupes, qu'on devienne tous des islamistes.
Nous, on était tous partants pour travailler, car ça nous permettait d'avoir plus d'argent pour pouvoir fuir par la suite. En fait, on n'avait qu'un espoir, c'est qu'ils perdent la bataille. Chaque fois qu'une ville est conquise, les hommes de Daesh saisissent les armes, mais aussi les caméras, afin de maîtriser l'information. Ils les redistribuent avant chaque mission. Maintes fois, Abou Ahmed a dû mettre en scène les images qu'il filme afin de glorifier l'État islamique. Comme cet homme qui fait l'apologie de son chef, Abou Bakr al-Baghdadi, sur fond de défilé conquérant. Certains caméramens sont-ils vraiment obligés de travailler pour Daesh? Pour vérifier le témoignage d'Abou Ahmed, nous nous sommes rendus au Liban, un pays lui aussi débordé par le flux de réfugiés. Ils y sont près de 2 millions. Nous y avons rencontré Kassim, un Irakien de 24 ans, un homme traqué, car lui aussi a déserté les rangs du groupe État islamique après y avoir travaillé comme caméraman pendant 2 ans. Il craint désormais les représailles de Daesh ou des autorités libanaises. Notre rencontre se fait dans un environnement où se dissimule un grand nombre de réfugiés. En 2014, quand Daesh envahit la ville de Mossoul en Irak, Kassim avait un magasin photo que les djihadistes ont aussitôt fermé. Son cousin, membre influent de Daesh, lui demande de travailler pour lui. Kassim filmera alors pour l'organisation. Il affirme que c'était sous la contrainte. Je ne pouvais pas dire non, car un simple refus, et c'était la mort. Et ça, même si mon cousin était un leader de chez Daesh. Je me suis donc retrouvé dans un groupe de 4 photographes avec 2 Américains, un Syrien, et moi j'étais l'Irakien. Je donnais mes photos à un Portugais. C'était le responsable des images pour le compte de Daesh. Il s'occupait aussi de récupérer toutes les caméras. Je ne connais pas son nom, je ne lui parlais pas beaucoup. Moi je suis arabe, je ne parle pas anglais. Kassim travaillait pour le centre de communication situé à Mossoul. En tant que caméraman, il est l'un des rouages d'un système parfaitement rodé. Car la communication de Daesh est très hiérarchisée. Dès la mise en place de l'État islamique, des bureaux de propagande sont implantés dans toutes les villes importantes du califat. Ils sont sous contrôle d'un bureau central, basé à Raqqa pour la Syrie et Mossoul pour l'Irak. C'est dans cette dernière ville que se trouverait le ministre de la propagande, dont personne ne connaît l'identité. Sous ses ordres, pas moins d'1 millier d'hommes, dont la majorité sont des caméramans. Je pense qu'il doit y avoir entre 700 et 800 caméramens. On est vraiment nombreux. Ils sont de toutes les nationalités. Afghanistan, Irak, Syrie, Liban, Arabie Saoudite, les Émirats, le Koweït, le Qatar. Tous les pays sont là. La Bulgarie, la France. Il y avait beaucoup de Français? Oui, les Français sont nombreux. Un autre homme va nous éclairer sur le système mis en place par Daesh. Il s'appelle Anas Al-Katel. Il a seulement 22 ans, il est syrien. Il a filmé pendant plus d'1 an pour le service de propagande de Daesh, avant de passer dans les rangs de l'armée libre. Il était volontaire pour travailler pour l'État islamique et connaît bien le mode de fonctionnement du service de propagande. Nous l'avons retrouvé dans la région de Gaziantep en Turquie. Mais à notre arrivée, il est déjà reparti pour la Syrie. Il nous donne donc rendez-vous par Skype. Ce sont des étrangers qui tenaient le bureau de propagande politique. Il n'y avait pas de Syriens parmi eux. Ce bureau est composé de 2 équipes distinctes. L'une s'occupe du montage, l'autre du tournage. Le chef de tout ceci venait de Jazra. C'était un Saoudien, un jeune. Il était très expérimenté en montage. Il s'appelait Abou Ena El-Jazraoui. Sa mère était anglaise. Il parlait lui-même très bien anglais. C'était lui le grand responsable de ce bureau. On travaillait aussi avec d'autres étrangers, dont des Américains. Et on retrouvait pratiquement toutes les nationalités européennes, presque toutes. L'équipe d'Alep était extrêmement compétente.
Cet Américain, tu en as déjà entendu parler? Je ne lui parlais pas vraiment. Les volontaires qui venaient ici, par exemple, si c'était un Américain, ne disaient pas qu'il était américain. Ils se donnaient tous des pseudos, parce qu'ils avaient peur de révéler leur identité. Seuls les grands chefs savaient exactement d'où ils venaient. En tant que cadreur indépendant, Anas gagnait autour de 1 000 € par mois. Une somme généreuse dans la Syrie en guerre. Mais c'est surtout 3 fois plus que ce que gagne un simple combattant. Si Daesh est aussi généreux avec ses caméramans, c'est que l'organisation a compris l'importance de la propagande. Alors, pour assurer un flux d'images, l'organisation utilise aussi ses propres hommes, un staff de permanents aguerris traités comme de véritables dignitaires. Abu Azer faisait partie de ces caméramans choyés par l'État islamique. Ces vidéos lui ont rapporté des fortunes. J'étais payé entre 3 000 et 3 500 $ par mois lorsque je filmais la vie quotidienne, et environ 6 000 à 7 000 $ lorsque je filmais les combats. J'avais aussi une maison, une voiture, et on m'a même autorisé à prendre une femme. D'ailleurs, elle aussi déambulait dans les rues avec un fusil. Je faisais tout ça pour l'argent. Abu Azer nous fait un aveu étonnant. Contrairement aux idées reçues, les djihadistes ne sont pas motivés uniquement par les valeurs du djihad. L'argent y fait beaucoup. Professeur des universités et auteur de l'État islamique en 100 questions, Mathieu Guider a décrypté le fonctionnement du service de la propagande. Nous sommes en réalité face à des mercenaires de l'information et de la communication. Ces personnes sont payées par l'État islamique, sont très bien payées, mais ils auraient pu parfaitement travailler pour d'autres partis si elles étaient aussi bien payées, si elles étaient aussi bien choyées par d'autres organisations. Nous sommes véritablement dans une économie de l'offre et de la demande où, aujourd'hui, l'État islamique représente le meilleur offrant sur ce marché-là. Mais se faire acheter ainsi implique des obligations. Et quand on est caméraman chez Daesh, le choix n'existe plus. On ne peut pas ne pas filmer, c'est impossible. C'est mon boulot de faire ça. Ce qui m'a marqué le plus, c'est bien sûr de filmer les exécutions. Il y a aussi eu un jour où il y avait cette femme qui avait commis un adultère et s'était repentie. C'est pas facile de filmer une femme qui se fait lapider. J'ai dû filmer quelqu'un qui coupait les mains. Par exemple, quand on attrapait un fumeur, on lui coupe tout d'abord les 2 doigts qui tiennent la cigarette, puis si on le revoit en train de fumer, on lui coupe la main. Une fois, j'ai vu un monsieur qui marchait avec un pantalon de pyjama. Je filmais d'un toit où je me trouvais. Ils lui ont demandé pourquoi il était habillé comme ça, en pyjama, en lui disant que c'était interdit. 2 militants de Daesh se sont rapprochés de lui, ils l'ont frappé, puis lui ont mis un coup de couteau dans la jambe. Il est tombé, ils l'ont attrapé par le cou et lui ont piqué la gorge. Aucune de ces images ne peut sortir sans l'aval du service de propagande. Pour avoir publié cette photo sans autorisation sur un réseau social, Abu Ahmed a été emprisonné pendant 5 mois. Pour des actes aussi anodins, Abu Azer a vu pire. Il te tue pour ce genre de choses. C'est interdit, ça ne plaisante pas. On te paie, tu fais le boulot, c'est ton métier. Donne la vidéo et au revoir. Dès que tu as fini de filmer, tu rends la carte vidéo au réalisateur. Mais ce qu'ils font des vidéos et qui s'occupe de les mettre en ligne, ça on ne sait pas. Mais les images insoutenables qui marquent le plus l'opinion publique, les caméramans en prennent finalement très peu. L'association Reporters sans frontières a édité un rapport sur le djihad et les journalistes. Selon Christophe Deloire, le directeur, les chiffres vont à l'encontre des idées reçues. L'impression qu'on peut avoir, c'est que les images de Daesh, c'est d'abord des images absolument barbares. Mais ça n'est qu'une infime partie de la production des images de propagande de Daesh. Ça représente, d'après un rapport britannique, 2,13% seulement de la production audiovisuelle, si je peux dire, de Daesh. Le reste, c'est pour 30% des images de combat. Quelque chose qui a un caractère martial, qui montre l'aptitude au combat de Daesh.
Mais la majorité, 52% de ces images, c'est des images de la vie quotidienne. Ces images de la vie quotidienne, en voici quelques-unes. Elles ont été en partie tournées par les caméramens que nous avons interviewés. Elles montrent des scènes de rue où une foule écoute religieusement le discours d'un responsable de Daesh. Elles dévoilent la vie des combattants dans les chambrées pour montrer qu'on y passe du bon temps. Elles s'amusent des boutades d'un djihadiste blessé qui imite les Asiatiques. Il y a aussi ceux qui se détendent à la piscine. Les images rappellent aussi les règles de vie, l'interdiction formelle de fumer, la façon de porter le niqab, ou encore le militantisme de certaines femmes. Il projetait ces images de la vie quotidienne sur de grands écrans et il disait « Jeûnez, priez, ayez la foi. Si vous faites cela, on vous donnera tout ce que vous désirez. » Mais en fait, les gens de Daesh, ce sont eux les pires des monstres. La diffusion se déroule lors de réunions publiques, plusieurs fois par semaine. La possession de téléviseurs est interdite sous le califat, sous peine de prison ou de mort. Ils accrochaient des grands écrans plasma un peu partout dans les rues. Et tous les mercredis et les dimanches, on diffusait les images. Puis un cheikh venait prêcher auprès de ceux qu'on appelle des lionceaux, des jeunes de 10 à 14-15 ans. Certains caméramens font preuve d'un zèle sans limite. Ils se mettent eux-mêmes en scène, comme cet homme, devenu une petite célébrité locale. Ce djihadiste nous avait promis une interview, mais par 2 fois, il s'est rétracté au dernier moment. Sur cette séquence, il a laissé sa caméra à un assistant pour faire lui-même la promotion du califat. Le lieu a été choisi pour sa douceur, le décor est bucolique, mais les mots sont des armes. Les vidéos diffusées au sein des populations qui retracent la vie quotidienne, qui filment la vie quotidienne des populations, sont essentielles pour donner l'impression que Daesh est un État au sens propre du terme, que la vie continue, que les choses se passent comme dans un État normal et que la situation est normalisée. C'est quelque chose de totalement nouveau. Aucune autre organisation djihadiste auparavant n'a réussi à faire cela. Mais les caméramans sont aussi en première ligne sur les combats. Comme tous les soldats, ils montent au front. À eux de ramener les images les plus spectaculaires, quitte à prendre de très gros risques. Par la suite, le service de propagande magnifie les images rapportées. Celle-ci est typique du travail réalisé. Ralenti, effet de flou qui isole le combattant, déformation du sol pour augmenter la puissance de l'explosion. Ajout sonore qui apporte de la dramaturgie. Commentaires qui vénèrent le sacrifice des martyrs. Toute la dimension tragique de la situation est amplifiée. Pour plus de réalisme, les caméramens n'hésitent pas à munir les combattants de GoPro, ces petites caméras qu'on se met autour de la tête. L'effet rend les combats proches d'un jeu vidéo. Il vise à attirer les jeunes. Grâce à ces caméras embarquées, Daesh évite la perte de ses précieux mercenaires de l'image. L'État islamique n'est pas prêt à sacrifier comme ça un journaliste. Il est prêt à sacrifier 100 hommes ou même 1000 hommes plutôt qu'un caméraman. Chose peu connue, les caméramans contribuent aussi aux stratégies de guerre. Mes images permettaient de repérer les positions stratégiques de l'armée syrienne, les réserves où ils stockaient les munitions,
les endroits où ils plantaient des mines sur la frontière turque, la frontière irakienne. Dans la chambre où je dormais, j'ai creusé un petit trou avec un couteau et j'ai regardé ce qu'ils faisaient de mes images. Je faisais cela pour surveiller un peu leur travail. Je me suis rendu compte qu'ils les agrandissaient et planifiaient les attaques en se basant sur les informations qu'elles donnaient. J'ai surtout pu remarquer que c'était des types qui interdisaient aux populations de fumer, mais une fois qu'ils avaient fini leur boulot, eux-mêmes se mettaient à fumer et faisaient ce qu'ils voulaient. Kassim comprend en partie ces écarts. Le métier de caméraman implique de filmer des images terribles qui le hantent encore. Anas a lui aussi le sommeil perturbé. Une fois, il lui a fallu tourner une exécution. C'est Hollywood au pays de Daesh. Pour les films de propagande, toute une équipe de professionnels est mobilisée avec un réalisateur à sa tête. Parce que c'est lui qui va mettre en scène son idée. Le réalisateur donne ses directives à chaque caméraman. Une personne est responsable des zooms, par exemple. Une autre filme le contre-champ. C'est toute une équipe qui est mobilisée. Pour les exécutions, ils utilisent 6 à 8 caméras. Le réalisateur donne ses directives, parce qu'une fois que les exécutions commencent, il ne peut pas leur dire « Arrête, on va refaire une deuxième prise ». Il ne faut pas se tromper. Un exemple, cette vidéo d'enfants qu'on entraîne à tuer. Elle a été tournée en 2015 et le scénario a été conçu sous forme d'un jeu vidéo. Utilisation d'un drone. Esthétisme du lieu. Choix des enfants en fonction de leur personnalité. Jeu de pistes macabres. Chaque image est une mise en scène. Les caméras sont multiples et le son retravaillé. Dans ces ruines, les enfants doivent trouver un prisonnier qu'ils devront exécuter. Les images que nous ne montrerons pas. Daesh est prêt à sacrifier ses enfants pour sa communication. Et aucun détail n'est laissé au hasard. Quand on filme une exécution, sur place, il faut qu'il y ait le monteur, le réalisateur et tous les techniciens qui doivent se tenir prêts. Parce que filmer ce genre de choses n'est pas facile. Ça a quelque chose d'exceptionnel. Et pour ça, ils ont beaucoup de personnes très bien formées. Nous, on est donc sous la direction du réalisateur. Parfois, on se prépare pendant une semaine avant de commencer à filmer les exécutions. Abou Azer nous confiera que les vidéos les plus atroces qu'il a tournées étaient montrées aux enfants. Certaines images, comme ce gosse déguisé en soldat qui doit décapiter son nounours, démontrent qu'il n'y a pas d'âge pour être un bon djihadiste. Abou Ahmed en a vu et filmé beaucoup d'autres, plus violentes encore. Je trouve ça dangereux parce que c'est justement le meilleur moyen de créer des enfants soldats. Ceux qui regardaient étaient en majorité des jeunes qui n'ont même pas 15 ans. Je me souviens que tous les jours, une fois que le film se terminait, certains des enfants rejoignaient les rangs de l'État islamique. On les mettait dans des camps d'entraînement. Et toi, en tant que frère ou père, tu ne pouvais ni demander de leurs nouvelles, ni aller les récupérer. Après tout, pourquoi donc leur interdire de combattre ou de faire leur djihad ? Les mises en scène les plus travaillées visent la planète entière et inondent les réseaux sociaux. Ici, on a demandé à ces djihadistes de brandir leur passeport, qui sera par la suite brûlé en signe d'allégeance. Là, un paysage grandiose souligne la puissance des soldats au premier plan. Là encore, un décor martial en toile de fond, ou l'utilisation de jeunes convertis au teint clair. Alors qu'à ses débuts, Daesh privilégiait des images de terreur pour mettre en avant sa puissance, l'organisation tente aujourd'hui d'assouplir sa communication en mettant en scène des djihadistes étrangers, heureux, dans un environnement agréable. Abou Azer, par exemple,
a participé au tournage de ce médecin australien. Assalamu alaikum wa rahmatullah. My name is Abu Yusuf. I'm one of the medical team here in Raqqa. I, alhamdulillah, made hijrah from Australia to the Islamic State to come and live under the Khilafah. I saw this as part of my jihad for Islam to help the Muslim Ummah in the area that I could, which was the medical field. Ils ont des hôpitaux où il y a des médecins très compétents. Tous ces médecins sont étrangers. Ils viennent du monde entier. Le retour sur investissement est redoutable, puisque plus de 90% des étrangers partis combattre sous le drapeau de l'État islamique disent avoir été convaincus par les images diffusées sur Internet. Ce film de propagande de 55 minutes, dont le graphisme et les effets spéciaux ont été poussés à l'extrême, a largement contribué à la notoriété de l'organisation terroriste. This is the glory of faith that unites us. Justice is served with the establishment of the Islamic courts. L'enjeu pour Daesh, c'est de renouveler les troupes, ceux qui vont aller se battre, et que pour les renouveler, pour attirer des gens du monde entier, c'est avec des images comme celle-là. C'est en parvenant à les diffuser sur les réseaux sociaux. C'est en ayant une stratégie médiatique, qui est une stratégie de propagande, qui n'a rien à voir avec du journalisme, évidemment, mais qui parvient à attirer, à convaincre des gens qui sont prêts à basculer de faire le voyage jusqu'en Syrie. L'Occident a pris conscience tardivement de l'importance de la guerre de propagande. Sur son site, le FBI affiche désormais le portrait de ses membres les plus actifs pour les identifier. Cet Américain, par exemple, porte-voix du film de propagande le plus abouti réalisé par Daesh. Et depuis 2015, des frappes comme celle-ci visent des centres de communication disséminés dans le califat. Mais les caméramens n'ont pas besoin de ce déluge de feu pour tomber sur le champ de bataille. Beaucoup de gens ont péri pendant les tournages. Et un grand nombre de caméramens ont été blessés. D'ailleurs, il y avait beaucoup de gens qui préféraient prendre les armes plutôt que de se mettre derrière une caméra. Parmi les 4 caméramens que nous formions avec les 2 Américains et le Syrien est mort. On était partis à 3 pour tenter d'aller de Mossoul à Kirkouk, parce qu'a priori, il y avait des attaques d'un groupe terroriste qui luttait contre Daesh. De Mossoul, on est donc allé à Kirkouk avec des voitures qui appartiennent évidemment à Daesh. Quand on est arrivé sur place, le Syrien a ouvert sa porte pour aller filmer. À ce moment-là, un sniper qui se trouvait sur un toit d'un immeuble où se cachaient les terroristes l'a descendu d'une balle. Mais c'est avant tout en filmant de près les combats que les caméramens sont éliminés. Comme bien d'autres avant lui, celui-ci va mourir lors de la prise d'un poste avancé de l'armée syrienne. Et Anas, le caméraman contacté par Skype, est mort 10 jours après cette interview, sous un tir de mortier. Si sur le terrain, les rangs des caméramens commencent à s'éclaircir en raison des décès, des désertions, le flot d'images qui se déverse sur le net s'est très peu ralenti. Mais cette propagande ne pourra jamais faire oublier la réalité de ce conflit. De la Syrie en guerre, il ne reste que le courage de ceux qui vivent sous la terreur et le plomb, à l'image de cette ville pilonnée par des bombardements. Les combats ont fait 280 000 morts et 5 millions de réfugiés.